Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette grande édition d'information sur la télévision Labari. Nous commençons ce journal par cette déclaration de la coalition pour l'alternance 2016. L'opposition politique réunie au sein de la COPA 2016 décide de suspendre sa participation au processus électoral, demande à ses représentants de se retirer de la CENI et de tous ses démembrements, demande aux députés nationaux, militants des partis membres de la COPA de cesser toute activité au sein de l'Assemblée nationale. Le 21 février 2016, les scrutins présidentiels premier tour et législatifs se sont déroulés dans un environnement caractérisé par des irrégularités et des fraudes massives jamais connues dans notre pays. La CENI, après 5 jours de tâtonnement et de tergiversation, a transmis le 27 février 2016 les résultats globaux provisoires à la Cour constitutionnelle pour validation. C'est donc avec surprise et indignation que le mardi 8 mars 2016, les Nigériennes et les Nigériens se sont réveillés pour apprendre par les médias publics que le président candidat Issoufou Mahamadou a pris nuitamment un décret portant convocation du corps électoral pour le 20 mars 2016 et l'ouverture de la campagne du second tour de l'élection présidentielle le 8 mars 2016. L'opposition politique, réunie au sein de la COPA 2016, après une analyse du décret convoquant le collège électoral, qui s'appuie sur un arrêt de la Cour constitutionnelle non publié, fait les constats suivants. Point 1. Il n'y a pas eu de proclamation officielle en audience solennelle de la Cour constitutionnelle des résultats définitifs du premier tour de l'élection présidentielle. 2. Les délais de recours n'ont pas été respectés en violation des dispositions des articles 63, 64, 65 et 87 de la loi 2014-01 du 28 mars 2014 portant régime général des élections présidentielles, locales et référendaires. 3. Le décret de convocation a été pris en violation flagrante de la même loi. 4. La durée de la campagne électorale du deuxième tour a été réduite de manière unilatérale de 21 à 10 jours, et ce, en violation des dispositions des articles 48 de la Constitution et 81 alinéa 2 de la loi 2014-01 du 28 mars 2014, ainsi qu'en violation des accords, des textes internationaux, des traités internationaux auxquels le Niger est partie. 5. Rupture d'égalité entre les deux candidats. Le candidat de la COPA étant injustement privé de sa liberté en violation des standards internationaux d'élections libres, équitables et démocratiques. En rappel, l'opposition politique, dans son livre blanc publié en janvier 2015, a déjà souligné que la Cour constitutionnelle du Niger n'est ni impartiale ni indépendante. Par conséquent, l'opposition politique réunie au sein de la COPA 2016 1. Décide de suspendre sa participation au processus électoral. 2. Demande à ses représentants de se retirer de la CENI et de tous ses démembrements. 3. Demande aux députés nationaux, militants des partis membres de la COPA, de cesser toute activité au sein de l'Assemblée nationale. 4. Demande à ses militantes et militants, sympathisantes et sympathisants, de se mobiliser sur l'ensemble du territoire pour les éventuels mots d'ordre à venir. En tout état de cause, devant le déni de droit dans lequel se trouve notre pays, la COPA tient le président Issoufou Mahamadou et la Cour constitutionnelle pour seul responsable de la dégradation de la situation sociopolitique au Niger.
Le 20 mars prochain, c'est la date retenue pour le deuxième tour de l'élection présidentielle au Niger. Il mettra face à face le candidat Issoufou Mahamadou et son challenger Hama Amadou. Nombreux sont les enjeux liés à ce scrutin. Ousmane Sidikou et Sadoudou. Fondu enchaîné entre l'arrêt de la Cour constitutionnelle statuant sur la proclamation par la CENI, la Commission électorale nationale indépendante des résultats provisoires globaux et l'ouverture pour le deuxième tour de l'élection présidentielle de la campagne électorale. Entre autres enjeux, ceux surtout politiques qui lui sont liés. Il faut craindre la transformation de l'identité semi-présidentielle ou semi-parlementaire même du régime nigérien. Vous savez, nous avons un régime semi-parlementaire. La dissolution de l'Assemblée nationale qui est dévolue au chef de l'État, mais aussi la mise en œuvre de la responsabilité gouvernementale dévolue au Parlement. Alors, est-ce que maintenant la coalition, la principale coalition au pouvoir ne va pas diriger le pays, c'est-à-dire selon une formule présidentielle, sinon présidentialiste, parce que le président a une grande majorité. Il n'aura pas à avoir tout ce qui va venir à l'Assemblée nationale, ça va passer. Tout comme la forte politisation à outrance de l'administration à laquelle on risquerait d'y assister. Le deuxième enjeu, c'est que ça sera peut-être la forte politisation de notre administration, au mépris des textes sur les serments du président de la République et du Premier ministre, au mépris de l'article 62 de l'administration. Parce que chaque matin, j'entends des ralliements. Pratiquement aujourd'hui, il n'y a que 4 partis qui sont d'un seul côté. Il y a 4 partis en vue. Le MNRD Hangouri, le MNSD Nassara, le Moderne Lumana et UDR Tabat. Je pense que c'est les seuls partis qui sont en opposition. Tout le monde court pour aller s'asseoir sur le banc présidentiel. Et je m'interroge, est-ce que le banc là n'est pas trop petit pour supporter tout le monde? C'est pas tout le monde n'aura pas de place sur ce banc. Certains vont se tenir d'ailleurs debout. L'inédit dans ce processus électoral en cours, c'est la situation d'un des candidats en lice. Je pense que M. Hama Amadou doit être regardé et traité d'une certaine façon. C'est-à-dire que Hama Amadou doit aussi aller devant les électeurs pour transmettre son message. Moi, j'ai toujours défendu dans ce pays que le dossier dit des bébés importés, quand bien même une affaire judiciaire, il présente une forte coloration politique. Pour moi, c'est un dossier politique. Donc, il ne peut trouver de solution que sur le terrain politique. C'est donc ainsi parti pour une dizaine de jours de campagne électorale en vue de l'organisation, tout comme la tenue de l'élection présidentielle deuxième tour. Niamey reste toujours coloré aux couleurs des partis politiques 16 jours après la clôture de la campagne électorale du double scrutin du 21 février 2016. Pourtant, la loi est claire là-dessus. Aussitôt la campagne close, toutes les affiches, les drapeaux et autres signes de formation politique ou candidats ayant servi comme support de campagne doivent être rangés. Constat Hassan Saleh Mustafa. Plus de 2 semaines après la clôture de la campagne pour le double scrutin du 21 et 22 février 2016 et au premier jour de la campagne pour le deuxième tour de la présidentielle, ils sont encore visibles partout dans les grandes artères de Niamey et sur certains édifices. Ce sont les grandes affiches, les autocollants, les banderoles et les fanions des partis politiques et de certains candidats. Une situation contraire aux dispositions légales. Logiquement, dans un pays responsable, aujourd'hui, vous ne devrez voir que la photo de 2 candidats du second tour. Tous les drapeaux des partis politiques là, le jour où on a clos la campagne passée, les gens devraient aller de la même façon dont ils ont placé les photos, les drapeaux, ils devraient les enlever. Mais ils ne le font pas. Parce que les partis politiques estiment être au-dessus de la loi. Ils estiment que la loi c'est pour les autres. Et la preuve maintenant, à regarder par exemple la ville de Niamey, vous ne saurez même pas qui sont les candidats au second tour. Vous ne savez pas. Parce que les mêmes photos des autres candidats sont là. Les drapeaux de tous les partis sont là. Tous les drapeaux et les fanions des partis politiques flottent toujours à Niamey du fait des comportements des hommes politiques, estime l'acteur de la société civile El Hadja Idi Abdou. Quand vous-même, vous n'avez pas respecté la loi, vous ne pouvez pas l'opposer à l'autre. Enfin, c'est ça le dilemme. Ceux qui sont censés veiller au respect, c'est qu'eux-mêmes, ils sont partis politiques.
Et par conséquent, eux-mêmes, ils ne l'ont pas fait. C'est un problème de mentalité. C'est un problème de sens de l'intérêt général. Malheureusement, nos hommes politiques ne l'ont pas. Vous n'avez même pas besoin d'un gendarme derrière vous ou d'un policier derrière vous pour appliquer la loi ou pour respecter la loi. Le non-respect de loi et l'impunité, deux principaux obstacles à la marche démocratique, clame El Hadja Idi Abdou. Si les gens sont démocrates, ils respectent les textes, ils croient à la République, tous ils disent qu'ils sont républicains. Républicain veut dire respecter les lois qui font la République. Vous n'aurez trouvé aucun drapeau. Les mêmes qui les ont installés à la fin de la campagne, conformément à la loi, ils allaient les enlever. Mais ils savent installer, mais ils ne savent pas enlever. Et pourquoi ils ne savent pas enlever? Parce qu'on n'a jamais puni, on ne punit jamais quelqu'un dans ce pays. Les lois sont faites pour les pauvres. Et on ne peut pas construire un pays avec l'impunité. Les principaux acteurs sont donc interpellés. Il ne reste qu'à présent aux concernés de procéder au nettoyage de la ville. Installation cet après-midi au Conseil supérieur de la communication du groupe de travail chargé de suivi et de contrôle à l'accès aux médias publics et privés à l'occasion de la campagne pour le second tour de l'élection présidentielle du 20 mars prochain. Le compte-rendu de Nasser Dantoufou. Dans sa mission d'assurer l'équité à l'accès des médias publics et privés entre candidats et autres messages de soutien, en cette période de campagne électorale à l'occasion du second tour pour le présidentiel, le Conseil supérieur de la communication a, à travers son président, procédé à l'installation officielle du groupe de travail chargé de suivi et de contrôle à l'accès aux médias publics et privés. Et ce groupe de travail a été créé par décision 008 du 8 mars 2016 et conformément à une disposition de la loi 2012-34 du 7 juin 2012 portant composition, attribution et organisation du Conseil supérieur de la communication. Le groupe de travail est composé des membres donc, du Conseil supérieur de la communication, du secrétaire général du CSC, du directeur de cabinet du président du Conseil supérieur de la communication et de 2 conseillers techniques du président du CSC. Il est assisté par un personnel administratif et technique. Les fonctionnalités et attributions du groupe ont été également déclinées. Consiste d'abord à procéder au tirage au sort pour déterminer l'ordre d'enregistrement et de diffusion des messages des candidats et de leur soutien, de procéder au contrôle de conformité des messages des candidats et de leur soutien, superviser l'enregistrement, le montage, la diffusion et la publication des messages et déclarations des candidats au niveau des médias publics, contrôler le respect de l'accès équitable, du pluralisme et de l'équilibre de l'information sur les médias publics et privés, contrôler l'effectivité de la diffusion et de la publication des messages des candidats et de leur soutien sur les médias publics et privés, contrôler l'effectivité de l'accès payant des candidats aux médias publics et privés, recevoir les grilles de programmes des médias privés et les grilles tarifaires des médias publics engagés dans la campagne électorale, relever tout manquement constaté dans la mise en œuvre des décisions réglementant la couverture de la campagne pour l'élection présidentielle deuxième tour du 20 mars 2016 et dresser un rapport d'étape sur l'accès aux médias des candidats qu'il soumet à la plénière du Conseil supérieur de la communication pour examen et adoption. Le groupe de travail peut, en cas de besoin, recueillir auprès du président du Conseil supérieur de la communication le concours de toute personne extérieure dont les compétences s'avèrent nécessaires pour l'accomplissement de la mission à lui assignée. Je vous donne lecture de ce communiqué du Conseil supérieur de la communication. Dans le cadre de la campagne électorale pour l'élection présidentielle deuxième tour du 20 mars 2016, le président du Conseil supérieur de la communication CC a l'honneur de convier les directeurs de campagne des 2 candidats à une séance de tirage au sort
pour déterminer l'ordre d'enregistrement, de diffusion et de publication des messages et portraits des candidats le mercredi 9 mars 2016 à 10h dans la salle de réunion du cabinet du président du CSC. Les représentants des candidats doivent être munis d'un mandat dûment signé. La séance de tirage au sort sera suivie d'une réunion de concertation faite à Niamey le 8 mars 2016. La Commission électorale nationale indépendante CENI organise depuis ce matin un atelier d'évaluation des scrutins du 21 février 2016 et d'orientation pour le second tour de l'élection présidentielle. Objectif à corriger les imperfections constatées lors du premier tour. Le compte-rendu de Ali Cissé Ibrahim. Le deuxième tour de l'élection présidentielle est fixé pour le 20 mars prochain. Cependant, suite au double scrutin du 21 février passé, beaucoup d'anomalies ont été relevées. Ainsi, pour aboutir à un second tour bien organisé, un atelier d'évaluation des scrutins du 21 février 2016 et d'orientation pour le second tour de l'élection présidentielle qui durera 2 jours a été initié par la CENI en collaboration avec le Programme des Nations Unies pour le développement. Joseph Oji, représentant le PNUD, se prononce sur l'opportunité qu'offre la tenue de l'atelier. Au moment où nous nous engageons sur la dernière ligne droite, nous ne devons ménager aucun effort pour examiner les faiblesses qui ont marqué le premier tour, mettre en relief les actions réussies et capitaliser sur celles-ci en vue de la satisfaction des aspirations démocratiques et légitime du peuple nigérien qui s'est rendu massivement aux urnes le 21 février pour accomplir son droit civique et choisir ses dirigeants pour les 5 années à venir. Pour sa part, le président de la CENI, Boubé Ibrahim, procédant à l'ouverture de l'atelier, a également mis l'accent sur la nécessité de trouver des solutions aux soucis qui se sont manifestés lors du premier tour. Pendant 2 jours, les membres de la CENI et ceux des commissions décentralisées au niveau des 8 capitales régionales de notre pays vont pouvoir, à travers des échanges, évaluer de manière exhaustive et professionnelle l'organisation et la gestion des scrutins du 21 février dernier à travers un passage en revue de l'ensemble du processus, à savoir de la mise en place des bureaux de vote à la publication des résultats globaux provisoires, en passant par la formation des agents, le déroulement du double scrutin, etc. Comme chacun sait, aucune œuvre humaine n'est parfaite, ce qui explique les manquements constatés, comme je le relevais tantôt. Il s'agit donc pour la CENI d'évaluer le travail fait à travers un diagnostic sans complaisance afin de déterminer les forces et les faiblesses et, ce faisant, d'apporter les correctifs nécessaires en vue du second tour des présidentielles. S'adressant aux participants, le président de la CENI les a invités à mener leurs réflexions dans la sérénité et la responsabilité en ayant constamment présent à l'esprit que l'objectif ultime de la démarche de la CENI est la tenue d'un scrutin transparent, libre, honnête et apaisé. À l'occasion de la journée internationale de la femme célébrée de par le monde ce 8 mars, la télévision Labari vous propose le portrait d'une femme hors du commun. Il s'agit de la directrice générale de l'Agence nationale de lutte contre la traite des personnes, Madame Gojé Maimouna Gazibou. Un portrait signé Nafissa Zakou. Aux âmes bien nées, la valeur n'atteint point le nombre des années. Cet adage sied bien à Madame Gojé Maimouna Gazibou. Mariée et mère de 2 garçons, cette juriste magistrate, nantie d'un diplôme de l'ENA de Strasbourg en France, a vu le jour en 1978 à Niamey. Depuis 2013, elle est à la tête de l'Agence nationale de lutte contre la traite des personnes. En tout cas, j'ai eu la chance de travailler avec des hommes qui n'ont jamais remis en cause mon autorité. Qu'on soit homme ou femme, je crois que le débat n'est pas là. C'est la façon dont on travaille, la façon dont on associe ses collaborateurs, la façon dont on responsabilise ses collaborateurs. L'Agence nationale de lutte contre la traite des personnes est opérationnelle depuis 2013. Je ne travaille qu'avec les hommes. Il n'y a pas, en dehors de ma personne, il n'y a aucune femme à l'Agence nationale de lutte contre la traite des personnes. Et jamais eu un problème avec un homme
parce que je suis une femme qui dirige. Non, parce que je pense qu'il faut respecter non pas le fonctionnaire en tant qu'homme ou femme, mais il faut le respecter et le valoriser pour la qualité de son travail. Femme juriste, Madame Goje Maimouna a une autre lecture de la journée du 8 mars dédiée de par le monde aux femmes. La journée du 8 mars, je peux estimer que c'est une journée symbolique parce que ça contraint la société dans sa globalité à se pencher sur les questions qui touchent à la femme. Et c'est quelque chose de singulier, c'est extrêmement important, mais c'est au niveau de la problématique que je trouve qu'on n'aborde pas forcément la fête de la femme de la meilleure façon qui soit. Je pense que peut-être de plus en plus, il faudrait que des journées comme le 8 mars mettent plus l'accent sur la femme rurale et ce qu'elle traverse au quotidien, plutôt que sur la femme politique, sur la femme technique, sur déjà nos acquis. Parce que pratiquement toutes les luttes donnent des acquis, non pas à celles qui souffrent vraiment, mais à celles qui ont déjà quelque chose. Cependant, cette journée a permis à une frange importante des femmes d'émerger dans plusieurs secteurs, notamment au Niger. En vraie battante, Madame Goje se surpasse pour donner une bonne image de femme responsable. L'avantage que j'ai sur beaucoup d'hommes, c'est que je sais qu'on me regarde. On s'attend à ce que j'échoue beaucoup plus facilement qu'un homme. Raison de plus, je mets 2 fois plus de paquets que les hommes pour arriver et pour ne pas décevoir. Et j'ai remarqué qu'à chaque fois que j'ai rencontré une femme à la tête d'une autre institution, le courant passe beaucoup plus vite parce qu'on a les mêmes attentes et la même rigueur. Donc, j'ai juste compris que contrairement à ce que les gens pensent, une femme, pour arriver à un certain degré de responsabilité, c'est que quelque part, forcément, il y a de la compétence et de la pertinence. Sinon, ça ne peut prospérer, ce n'est pas possible. Je pense que c'est beaucoup trop facile de vouloir jouir de sa féminité, profiter de sa féminité pour avoir beaucoup d'avantages. Selon cette première responsable de l'ANLTP, les femmes doivent s'engager davantage dans la politique pour pouvoir contribuer à l'amélioration des conditions de vie de leurs sœurs. Aujourd'hui, pourquoi nous voulons beaucoup plus de femmes politiques? Parce que nous estimons que les lois qui peuvent améliorer les conditions et la qualité de vie des femmes, ces lois doivent être initiées par les femmes. Commençons d'abord à avoir beaucoup plus de femmes politiques, beaucoup plus de femmes députées, pour qu'elles prennent en charge les questions liées à la qualité de vie de leurs sœurs. Ce que je demanderais à mes sœurs, c'est que lorsque vous choisissez dans les structures associatives et dans quelle que soit la forme de la structure, lorsque vous placez une femme, ayez quelque chose à l'esprit. Son résultat a une répercussion sur l'ensemble des femmes. Lorsque vous choisissez une prébendière pour mettre à la tête d'une structure, elle va se défendre elle-même et se défendre pour sa famille et non pas la société. Madame Goje Maimouna Gazibo est sans nul doute une femme responsable, modèle qui fait honneur à la gente féminine. En cette journée internationale de la femme, notre reporter Asma Oseidou a fait le point de la situation de la femme sur le plan politique. Suivons. La population du Niger est composée plus des femmes que d'hommes. Elles occupent 50,6% de cette population, donc plus nombreuses que les hommes. Cependant, force est de constater que malgré leur surnombre, les femmes sont peu représentées dans les divers secteurs de la vie sociale, notamment sur le plan politique. Exemple, lors de la présidentielle du 21 février, 15 candidats étaient à liste, parmi eux aucune candidature féminine. C'est une réalité. Vous savez quand même constater, c'est un constat concret, l'inexistence de la participation de la femme au présidentiel. Certes, nous l'avons tenté en 2011 avec la candidature de Mme Bayard. Donc ça n'a pas marché. Donc vous avez vu, le score n'était pas du tout bon. Et cette année, les femmes ont préféré mettre l'accent sur les législatives. Parce que les raisons, nous voulons plus avoir de représentativité au sein de l'hémicycle, donc au Parlement, pour pouvoir vraiment parler des questions des femmes, pour pouvoir défendre les dossiers des femmes. Parce qu'au présidentiel, tant qu'au législatif, vous voyez, il faut se préparer en conséquence.
Parce qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir, au Niger, c'est pas facile et c'est faisable, c'est possible qu'une femme soit candidate au présidentiel, mais il faut que cette femme-là, dorénavant, qu'elle prépare le terrain, qu'elle aille vers les femmes, tant au niveau urbain qu'au niveau rural, pour pouvoir les préparer, qu'elle doit se présenter et quelle est la thématique à développer, son programme, surtout pour les femmes. Peut-être la sous-représentation des femmes au Niger dans des postes de responsabilité ou politique peut trouver sa raison sur le plan religieux. Oustaz Oumar Daouda explique. L'islam ne permet pas à ce que la femme ait le dessus de l'État. C'est pourquoi donc la présentation, le fait qu'une femme se présente aux élections présidentielles n'est pas permis en islam. Élections législatives, il est permis, ou municipales, il est permis, mais présidentielle, pour qu'elle soit présidente de la République d'un État, l'islam l'interdit. Plus, l'islam dit que tout peuple qui le permet, c'est-à-dire qui fait avancer la femme devant lui pour être présidente, pour diriger leurs affaires, alors ils ont programmé leur destruction. Les femmes, à travers leur structure, doivent se battre encore pour pouvoir décrocher plus de la place dans la gestion de l'administration, conformément à la loi sur le quota qui doit en principe régler cette situation. Nous nous sommes également intéressés aux femmes qui exercent les petits métiers pour subvenir à leurs besoins. Retrouvons Asmaou Seydou. Elle s'appelle Fatih Nuhu. Elle est veuve et mère de plusieurs enfants. Fatih se bat au quotidien pour subvenir à ses besoins et à ceux de ses enfants. Pour ce faire, elle vend des légumes et autres condiments au marché Haboutagui de Yantala. Assise devant sa marchandise étalée sur une table, Fatih demande aux autorités de penser aux femmes en situation difficile. On doit aider les femmes et les accompagner dans leurs petites activités, particulièrement celles qui sont dans les marchés comme nous. L'État doit penser à ce genre de femmes car elles sont pour la plupart des femmes démunies. Certaines sont veuves et d'autres n'ont pas suffisamment de moyens. C'est pourquoi nous sollicitons la générosité de l'État et des ONG pour nous aider. Le seul regret de Fatih aujourd'hui, c'est de n'avoir pas fréquenté l'école. Comme je suis analphabète, j'étais commerçante et je m'occupe bien de mes enfants. Tout repose sur moi. Je les nourris et je paye la scolarité pour certains du collège jusqu'au lycée. C'est à cause de ça que j'ai dit que s'il y a des gens qu'on doit aider, on doit vraiment commencer par nous, ces femmes veuves qui contribuent à la prise en charge de leur ménage. Malgré tout, Fatih Nuhu se sent très à l'aise dans l'activité qu'elle exerce depuis plusieurs années. Toujours à l'occasion de cette journée, nous vous proposons ce reportage pour découvrir cette jeune femme battante guérie de la fistule obstétricale qui est devenue aujourd'hui ambassadrice des jeunes filles pour le changement de comportement. Suivez. Mariama est une jeune femme nigérienne apparemment comme les autres. Elle vit dans un village non loin de Niamey, Bani Zumbu, desservi par une mauvaise piste. Elle habite chez ses beaux-parents. Son mari est en exode au Ghana. Très active, elle loue ses services de couturière, travaille au jardin de la coopérative et participe aux travaux ménagers. Et pourtant, Mariama a déjà souffert beaucoup. Mariée à 15 ans, elle a perdu 2 bébés nés avant terme et un 3e accouché par césarienne après 2 jours de travail. Ce dernier accouchement a provoqué une fistule. C'était en avril 2012. Je connais bien Mariama parce que c'était une toute petite fille, mais docile. Elle a été vite encadrée, prise en charge. Et à la première intervention, elle était guérie. Personne.
Plusieurs centres publics et associatifs prennent en charge au Niger les femmes souffrant de fistules. Dimol est l'un d'entre eux. Les femmes sont accueillies gratuitement venant de toutes les régions du Niger. Elles sont accompagnées pendant des mois, préparées à l'opération et à leur future réintégration. La fistule ne frappe pas au hasard. La plupart des femmes concernées ont entre 15 et 19 ans au moment de l'apparition de la fistule, le plus souvent à la première grossesse. Elles sont presque toutes analphabètes et issues de villages reculés. Au Niger, on estime que 15 000 femmes vivent avec la fistule et qu'elles sont 7 à 800 de plus chaque année. Mariama se souvient de ces heures difficiles. Après plusieurs mois de séjour à Niamey, Mariama est rentrée chez elle, guérie, armée d'une machine à coudre offerte par l'ONG et forte de nouvelles compétences. Comme les autres pensionnaires du centre, elle est devenue une ambassadrice du changement de comportement à l'égard des filles. Au village, tout le monde connaît désormais l'histoire de Mariama. Le père de Mariama, un marabout père de 10 enfants, a juré de ne plus rééditer l'expérience. Le chef du village est l'oncle de Mariama. Il a interdit le mariage des enfants. Mariama a eu de la chance, elle est guérie, sa famille ne l'a pas abandonnée. Mais toutes les femmes victimes de la fistule n'ont pas cette chance. Certaines ne guérissent pas, ne rentrent jamais à la maison et pèsent désormais sur la communauté. Le mariage des enfants prive les filles de leur droit à la santé, à l'éducation et à la participation au développement du pays. Au Niger, une fille sur 3 est mariée avant d'atteindre l'âge de 15 ans. Et cette édition 2016 de la Journée internationale de la femme a été célébrée cet après-midi dans le jardin de la Maison des Nations Unies au Niger. Le thème retenu cette année est Planète 50-50 d'ici 2030. Franchissons le pas de l'égalité des sexes. Le compte rendu de Michel Déchy. C'est par le message du secrétaire général de l'ONU que le représentant résident du PNUD a lancé cette cérémonie. Le message du secrétaire général dit ceci. Au cours de mon enfance, pendant l'après-guerre en Corée, je me souviens d'une tradition que j'avais observée, qui m'avait intrigué. Les femmes qui allaient accoucher laissaient leurs chaussures sur le seuil de la porte
et lancé un coup d'œil apeuré. Elles se demandaient si elles vont jamais les porter à nouveau, m'avait expliqué ma mère. Plus d'un siècle plus tard, ce souvenir continue de me hanter. Dans les régions pauvres dans le monde d'aujourd'hui, les femmes risquent encore de mourir en couche, alors que la mortalité maternelle fait partie des nombreux dangers évitables. Des bébés de sexe féminin subissent trop souvent encore des mutilations génitales. Des femmes sont attaquées en chemin à l'école. Des corps de femmes deviennent des zones de bataille pendant les guerres. Des veuves marginalisées s'appauvrissent. La seule façon de résoudre ces problèmes, c'est de donner aux femmes les moyens de devenir des agents du changement. Pendant plus de 9 ans, j'ai appliqué cette philosophie à l'Organisation des Nations Unies. Occasion pour les femmes présentes à cette fête de saluer ces efforts de Ban Ki-moon qui ont permis la nomination d'une femme nigérienne à la tête de cette institution internationale en Côte d'Ivoire et de présenter quelques doléances de la femme nigérienne. Oui, nous parlons de bilan. Le bilan n'est pas du tout positif. Il y a eu des avancées, mais les défis restent posés. On nous a vus au Parlement. Nous sommes assises, nous n'avons pas proposé de loi et nous n'avons rien obtenu finalement, je peux le dire à haute voix. Et je dis nous parce que nous sommes toutes responsables et on peut se poser la question. Et c'est en ça que j'interpelle peut-être les Nations Unies pour qu'ils nous aident, pour savoir quel est le mal ici au Niger. Nous sommes timides, nous sommes incapables ou bien quel est notre tard? Le protocole de Maputo est là. Il n'y a rien qui est fait. Les réserves de la Convention sur l'élimination de toute forme de discrimination à l'égard de la femme sont là. L'Observatoire national de la femme, avec les organisations de la société civile, opérationnelles, l'Observatoire est là, non fonctionnel. La loi sur la scolarisation obligatoire et gratuite qui a été rejetée par les parlements. Qu'est-ce qu'il faut faire? Et tout ceci, je pense, contribue au fait que le Niger est classé parmi les derniers, parce qu'on ne respecte pas les droits de la femme. Quand on entend ce que les religieux nous disent, et quand on voit le rejet de ces textes, on sent qu'il y a une manipulation. Et nous voulons vraiment l'appui des partenaires du système des Nations Unies et des partenaires techniques aussi, pour quand même sortir le Niger du rang des derniers. Une cérémonie au cours de laquelle les objectifs de développement durable ODD pour 2030 ont également été présentés à l'assistance dans leurs composantes genre et promotion de la femme. Pour clore ce journal, intéressons-nous à présent à cet accident routier intervenu hier aux environs de minuit à la rive droite. Un camion gros porteur en provenance du Burkina Faso qui s'est renversé. Le reportage de Michel Tichy. L'accident serait dû à un choc gigantesque entre ce camion et la grande bordure de cette double voie de la rive droite. Pas de pertes en vies humaines, mais l'on dénombre près d'une dizaine de blessés, aussi bien du côté de ceux qui sont de la cabine que de ceux qui étaient dans la remorque en train de dormir. Très vite, les sapeurs-pompiers les ont évacués et conduits au service des urgences. Et comme l'occasion fait le larron, le contenu de ce gros porteur est laissé au regard des compatissants et à la portée des petits truands de la nuit. Voilà, mesdames, messieurs, ici s'achève ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente suite de programmes sur la télévision Labari.